En ce qui concerne le don d'organes, on peut, avec un seul corps, sauver jusqu'à 7 vies. Personnes, ouais. C'est extraordinaire. Je dis n'importe quoi, mais j'avais peur que, par exemple, pendant l'intubation, on touche à mes cordes vocales. Je me suis dit, ici, je me réveille et je peux plus chanter. Il y a 2 semaines, nous recevions le chanteur et leader du groupe Dionysos, Mathias Malzieu. Porteur d'une maladie du sang rarissime, une aplasie médulaire, autrement dit un arrêt du fonctionnement de la moelle osseuse, il reçoit le 21 octobre 2014 une greffe de sang de cordon ombilical. Et pour débattre des problématiques soulevées avec lui, nous recevons aujourd'hui Yolande Bertrand-Laborde, présidente de France Adot 75, une association qui informe et sensibilise le public sur la cause du don d'organes, de tissus et de moelle osseuse. Bonjour Yolande. Bonjour. Et à ses côtés, Alex Monville, qui est donc fondateur du label La Couveuse et également directeur d'une salle de musiques actuelles, de spectacle qui s'appelle Lasca à Beauvais. Bonjour Alex. Bonjour. Eh ben, vous avez tous les deux côtoyé des personnes greffées, ou donneurs et donneuses. Dès que le diagnostic est posé de la greffe, le chrono est lancé et la vie est globalement régie par pas mal de contraintes. Cette longue attente ou courte attente, ça dépend des personnes. Et ça dépend beaucoup aussi des chances, des pourcentages, et c'est assez particulier. Qu'est-ce que ça implique chez les personnes qui sont en attente de greffe, Yolande ? D'abord, il y a l'annonce de la découverte de la pathologie. Et ça, c'est un premier choc. Parce que quelquefois, on a une grande fatigue et puis c'est tout. On ne ressent rien de particulier, on n'a pas mal quelque part. Et puis, ensuite, il y a la découverte du traitement possible, mais qui est peut-être pas possible. Du traitement qui va impliquer que des tas de gens vont se mettre à travailler sur le sujet et que ça risque de ne pas aboutir comme on le voulait au départ. Et qu'il va falloir trouver un plan B, peut-être, s'il y en a un. Ça a été le cas de Mathias Malzieu. On lui a trouvé un plan B. Oui, puisqu'il a reçu une greffe de sang de cordon ombilical, pour le rappeler aux éditeuristes. Ouais. Oui, alors ça, c'est effectivement une technique très particulière qui n'est utilisée que lorsque les techniques plus sûres et plus fréquentes ne sont pas possibles ou n'ont pas été trouvées. Et quelles sont ces techniques, du coup ? C'est la moelle osseuse directement prélevée chez un donneur compatible. Et tout est dans le mot compatible. Hélas. Hélas. On a tous une identité unique. Il y a, par contre, parmi nous, des gens qui ont une identité qui se ressemble. Parce qu'ils font partie d'un groupe de gens qui se ressemblent dans leur HLA. HLA ? HLA, effectivement, il en a parlé, notre ami, la dernière fois qu'il est venu. C'est une technique qui permet de déterminer l'identité tissulaire, génétique de chaque personne, avec des marqueurs qui sont des marqueurs très spécifiques. Alors, certaines personnes ont des marqueurs en commun, mais pas tous, évidemment. Même les vrais jumeaux, ils ne se ressemblent pas complètement. Ils ont une différence. Même si ils sont à 99% semblables, il y a toujours un petit truc qu'ils n'ont pas en commun. Alors, ce n'est pas un petit truc en plus, il ne faut pas mélanger les choses. En tout cas, effectivement, on va, si un patient a besoin, rechercher le donneur compatible qui va pouvoir relancer sa fabrique de cellules sanguines, puisque c'est à ça que ça sert, la moelle osseuse. C'est des cellules qui sont des précurseurs de cellules sanguines et qui vont effectivement relancer cette usine-là que nous avons tous à l'intérieur de notre corps. Et alors, cette compatibilité, malheureusement, il y a une chance sur 1 million de la trouver. Ah, waouh. Et une chance sur 1 million, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, même si on a 10 millions de donneurs engagés dans le monde.
il n'y a peut-être pas celui qu'il faudrait. Ah ouais. Donc il y a toute une chaîne de compétences qui se mettent en route, toute une chaîne de compétences issues de compétences plus anciennes, de ceux qui ont tout trouvé, de ceux qui ont tout mis à jour, quelquefois dans des conditions extrêmement difficiles et pas forcément éthiques. Et on a aussi abordé une question avec Mathias Malzieu. En fait, lui disait qu'on se représente assez peu la greffe de moelle osseuse. En fait, c'est assez flou. Alors, par rapport à une greffe d'organes, un organe, on sait ce que c'est, un foie, un cœur. Là, c'est vrai que la moelle osseuse, en fait, les gens ont un peu du mal à se représenter ce que c'est. Ouais, c'est un peu abstrait. Oui. Alors, pas non très seulement intelligible. c'est abstrait, mais ça fait l'objet d'une confusion épouvantable avec la moelle épinière. En effet. Ouais. Et là, nous, on passe notre temps à leur dire « c'est pas la même ». La moelle épinière, c'est un tissu nerveux. Des cellules nerveuses, ça se greffe pas. Des cellules nerveuses, ce sont des cellules, effectivement, qui viennent de notre cerveau, qui descendent le long de la colonne vertébrale, qui vont un petit peu partout dans le corps, qui nous permettent de sentir, de toucher, de ressentir les douleurs, de tout faire, parce que c'est des informations qui circulent à l'intérieur du corps. La moelle osseuse, ça n'a rien à voir. La moelle osseuse, c'est des grosses cellules qu'on a dans les os plats et qui, effectivement, sont des précurseurs des cellules sanguines. C'est-à-dire que ces cellules-là, elles vont être capables de fabriquer des cellules sanguines. Ce qui me fait penser à ce qu'il a dit aussi notre ami Malzieu. Il a changé de groupe sanguin. Ben oui, parce que ces cellules-là, elles savent fabriquer ce type de cellules-là sanguines et pas les autres. Et donc, il s'est retrouvé avec le groupe de son donneur. Ouais. Et ça arrive très souvent. Ouais, Et c'est assez beau. C'est très surprenant. Ouais. Mais voilà, c'est une petite trace du cadeau qui lui a été fait. Ouais, c'est hyper joli. Et justement, par rapport à France Adot, Oui. quelle est la mission de cette association et quel est votre rôle, à vous en particulier, au sein de cette asso? Alors, notre mission principale, c'est avant tout l'information du public. Du public, quel qu'il soit. C'est-à-dire que ça peut être des enfants, ça peut être des personnes âgées, parce qu'il n'y a pas d'âge pour donner. Sauf la moelle osseuse, il y a des limites, mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, pour les organes, il n'y a pas de limite d'âge. On peut toujours donner quelque chose. Ok. Et ça, c'est extrêmement précieux. Maintenant, il faut effectivement y avoir réfléchi, avoir compris de quoi il est question, s'y être préparé et avoir prévenu ses proches de sa décision pour qu'ils n'aillent pas dire le contraire. Parce que quand la question se pose, on est décédé, on ne peut plus rien dire. Oui. Ouais. Donc il faut que l'entourage soit informé et qu'il soit en mesure effectivement de porter la parole du défunt, Tout à fait. mais pas de se substituer à sa parole. Ça, c'est un point extrêmement délicat. Et c'est là qu'on peut déverser une admiration sans borne aux coordinateurs et coordinatrices de prélèvement qui sont là pour informer les familles, leur faire comprendre les enjeux, Bien sûr. pour qu'ils sachent de quoi ils retournent, pour qu'ils sachent qu'il est question de sauver des vies avant tout. Alors, en ce qui concerne le don d'organes, on peut, avec un seul corps, sauver jusqu'à 7 vies. Personnes, ouais. C'est extraordinaire. Pour la moelle osseuse, c'est encore moins compliqué. Ça se fait de son vivant. Ouais, ok. Ouais. Donc, il n'y a même pas besoin d'être mort. Et là, il suffit de s'être engagé sur le registre des donneurs. Et ça, c'est pas très compliqué à faire. Il suffit de le savoir. Et d'avoir réfléchi et d'être d'accord. Sachant que c'est pas du tout comme le don du sang. Ouais. Le don du sang, c'est périodique. Le don de moelle osseuse, étant donné la rareté des compatibilités, on va le faire une fois dans sa vie pour un patient. D'accord. Peut-être. Ok. Peut-être, parce que peut-être qu'on ne sera jamais compatible avec quelqu'un. Peut-être qu'effectivement, on a un groupe particulier, rare, qui va convenir à un patient qui est particulier, rare ou pas. Ok. Et c'est important de le rappeler parce qu'il y a énormément de gens qui pensent encore que
comme dans la loi, on dit qu'on est donneur ou donneuse automatiquement, ça se fait. Or, c'est faux. On nous demande S'il vous plaît, toujours... pas ce mot automatiquement, Oui. c'est pas vrai. Justement, c'est ça, c'est que c'est pas vrai et qu'il faut absolument le rappeler. Moi, justement, c'est ma coordinatrice, que j'embrasse d'ailleurs, qui m'a vraiment rappelé qu'il fallait en parler en famille, qu'il fallait le dire à ses proches, amis, collègues, frères et sœurs, amoureuses, amoureux, qu'importe, mais vraiment le dire. Et c'est souvent des sujets qui sont délicats à aborder. En revanche, moi, je me suis rendu compte que ça pouvait mener aussi à des discussions qui étaient finalement très riches et assez émouvantes avec nos proches. Et ça pouvait faire réfléchir aussi à plein d'autres sujets, beaucoup plus profonds, plus intellectuels et spirituels sur la vie. Et c'est important de le faire, donc faites-le. Ça, c'est notre credo quotidien. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Il faut que chacun se positionne, que chacun ait réfléchi ou pas. Ça peut être spontané. Hein. Bien sûr. Mais en tout cas, qu'on se positionne, que effectivement, on se dise, bon, est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je peux l'annoncer à mes proches? Comment je vais le leur dire pour pas les choquer? Bien sûr. Pour qu'ils se braquent pas et pour qu'ils respectent ma volonté. Oui, bien sûr. Et toi, Alex, est-ce que c'était la première fois que tu étais face à quelqu'un qui allait se faire greffer? Quand Thérèse t'a annoncé ça, quelle a été peut-être ta première réaction? Comment t'as appréhendé même la situation? Est-ce que tu peux nous raconter? Oh là on est inquiet. Voilà, tout simplement. Parce que je connaissais absolument rien de tout ce qui s'est dit là. Donc je crois que la première réaction, en tout cas la mienne, c'est d'avoir peur pour l'autre, en se disant qu'est-ce qui fonctionne pas, quelle chance ou quelle absence de chance. Enfin voilà, je crois que c'est ça, tout simplement. Et peut-être comment tu as réagi aussi, parce que c'est vrai que la question de la greffe soulève aussi très, très fort une question autour de la mort, en fait, de sa propre finitude. Ça nous renvoie à ça directement. Donc toi, comment tu as réagi aussi par rapport à ça? Est-ce que ça t'a fait peur? Parce que non seulement tu étais inquiet, mais est-ce que ça t'a renvoyé un truc un peu comme ça? Je crois que quand on est inquiet pour l'autre, on est aussi inquiet pour soi, quelque part. Il y a forcément cette espèce d'aller-retour. Après, je crois que j'ai une petite tendance à positiver. Enfin, j'ai plutôt une tendance à me dire qu'on a une chance formidable d'être en vie, qu'on a d'autant plus une chance formidable qu'on est en France, en Occident, dans un pays riche, avec énormément de ressources, et que c'est pas rien. Et que, enfin voilà, c'était une des premières réactions de se dire que de l'endroit où je parle, il y a aussi des possibles. Qu'à un autre bout de la planète, il y a moins de possibles. Et est-ce que la question s'est posée, alors là je m'adresse à vous deux, à toi Thérèse et à toi Alex, de le dire ou ne pas le dire en fait, dans un environnement qu'on connaît, donc concurrentiel, industrie du disque, où en fait on ne peut pas non plus se montrer faillible. Donc voilà, comment vous avez appréhendé ça? Surtout qu'à un moment donné, pour Thérèse, la maladie était invisible. Elle pouvait le cacher. Est-ce qu'il y avait même des signes avant-coureurs? Est-ce que toi, t'avais des doutes, ou quand elle te l'a dit, t'es tombée vraiment des nues? Ouais, je suis curieuse parce que moi, j'en ai pas parlé pendant longtemps. En fait, j'ai appris que j'avais cette maladie héréditaire qui s'appelle donc la polykystose hépatorénale, que j'héritais de ma mère. Je l'ai appris à 27 ou 28 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'avais fait un burn-out. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté aussi l'ancienne maison de luxe dans laquelle je travaillais pour enfin devenir moi-même et me mettre à faire de la musique. Et pendant des années, cette maladie a été effectivement invisible. J'ai été suivie par des spécialistes, mon néphrologue et mon hépatologue. Et la maladie était stable. Ça se voyait pas et je la ressentais pas. Du coup, je le savais, mais je ressentais pas forcément le besoin d'en parler à mon entourage professionnel. Alors mes très proches le savaient, parce qu'ils le savaient, quoi. J'avais eu le besoin et l'envie de leur dire. Mais pendant longtemps, dans l'industrie de la musique, j'avais l'impression de l'avoir simplement tue et pas cachée. A posteriori,
je me dis que je l'ai caché. Je sais pas comment est-ce que toi, comment tu l'as Vécu, ouais. vécu, et est-ce que tu l'as simplement découvert? Je me souviens plus même comment c'est arrivé. Je crois que je me souviens plus. Mais Le cerveau se Oui, protège. c'est ça. oui. Mais il y a aussi des signes avant-coureurs, des choses sur lesquelles on met pas de mots, où on se dit qu'il y a quelque chose, voilà, qui est de l'ordre de, je sais pas, c'est pas un diagnostic qu'on se pose, c'est Un feeling, un ressenti. oui, une espèce d'intuition de quelque chose de l'ordre du sensible ou du fragile, voilà, qui ressemble à peut-être nos premières conversations où on se dit quand même il y a quelque chose. Ouais, c'est marrant. Là, il y a des bribes de conversation qui me remontent du coup. Mais quand tu dis ça, par exemple, est-ce que tu parles... J'essaie de lire entre les lignes, mais est-ce que tu parles d'une forme de... Même dans ma façon d'appréhender Les choses, ouais. le travail, Bien sûr. La façon d'agir, ouais. Bien sûr. un ressort psychologique ou... Bah, une envie de vivre. Ah oui, de bouffer un peu la vie. Oui, de bouffer la vie, mais ça peut avoir un côté péjoratif, en tout cas de la vivre pleinement. Et contrairement aux apparences, c'est finalement quelque chose d'assez rare, je trouve. L'envie de... cette quête d'être soi, en fait, elle est souvent... Enfin voilà, elle vient souvent d'ailleurs, chez les gens. Et est-ce que ça s'est imposé comme une décision, donc par rapport à l'industrie du disque, comme une décision personnelle et ensuite en équipe, enfin, comment s'est un peu fait le process donc après l'annonce de Thérèse? C'est la première personne à qui j'en ai parlé dans l'équipe. Ah, Bah pour moi, c'est forcément une décision personnelle. En fait, voilà, la question se pose même pas. De toute façon, nier le droit à la parole, le choix de l'individu, quel qu'il soit, ça me semble pas. Enfin, c'est même pas envisageable, voilà, tout simplement. Donc c'est forcément d'abord le choix de l'individu, puisque c'est. Et puis ça a un écho aussi avec la manière d'appréhender ce que peut être la création, en fait. C'est quand même la première expression, c'est l'expression de l'artiste, même si par ricochet elle peut parler à d'autres. Mais le moteur de cette histoire, c'est toujours l'individu. Donc, il n'y a pas non plus de raison que ça soit différent. En fait, voilà, les gens sont acteurs de leur propre vie. Et il n'y a que si on accepte ça que ça peut faire sens, je crois. ok. Et Yolande, est-ce que les gens communiquent assez vite justement sur ces problématiques de santé et même sur la greffe Quel cas vous avez peut-être rencontré Alors, c'est très variable d'une personne à l'autre. Il y a effectivement des personnes qui en parlent vite parce qu'ils ont besoin d'être confortés. Ce sont des personnes chez qui ça a fait comme une chape de plomb qui leur tombait dessus et ils ont besoin que leur entourage les aide à soulever un petit peu ça pour pouvoir reprendre leur souffle. Et puis, il y a d'autres personnes, effectivement, qui n'ont pas du tout envie d'en parler et qui se débrouillent pour aller à l'hôpital périodiquement sans communiquer à qui que ce soit, parce que ça va inquiéter leurs proches, parce que ils n'ont pas envie de perdre leur travail. Oui. Hein, parce que ça, c'est une des composantes difficiles de la chose. Complètement. Parce que ils ont envie de protéger leurs enfants. Et quelquefois, quand ce sont les enfants qui sont touchés par une pathologie, les parents se sentent coupables. Et donc, eux aussi ont envie de garder ça pour eux, de ne pas dire qu'ils ont fait un enfant anormal. Parce que c'est anormal le mot qui vient. Hein, c'est surtout pas de se dire oulala, comment, pourquoi, c'est j'ai fait un truc erroné. Et ils s'accordent pas le droit à cette erreur-là. C'est vraiment très très personnel la réaction.
Ouais, c'est... Je reprends mes esprits. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je me souviens effectivement que j'ai mis du temps à l'annoncer à mes parents parce que mon frère est aussi touché. Et normalement, dans une polykystose hépatorénale, on a 50% de chance de le refiler à ses gamins, d'où le déni qu'il y a eu autour de moi. On s'est dit, bon, bah, lui, il l'a, donc elle l'a pas. Et donc, j'ai pas été diagnostiquée plus tôt. Et je pense que ça arrangeait tout le monde de pas le savoir. Et a posteriori, je pense que j'aurais pas forcément préféré le savoir avant parce que j'ai eu droit à ma part d'insouciance pendant 27 ans. Et je crois que c'est précieux. Et effectivement, quand je l'ai dit à mes parents, je culpabilisais, moi, beaucoup de leur annoncer ça et quelque part d'annoncer à ma mère qu'elle avait fait un strike et qu'elle, c'était 100% de ses enfants. Et elle aussi, je sais qu'en retour, elle a culpabilisé d'avoir fait un strike. Et heureusement qu'on a eu la chance de pouvoir en discuter ensemble. Moi, j'ai réussi à lui dire, mais tu sais, maman, je t'en veux pas du tout. Parce que, en fait, je regrette pas d'être en vie. Je regrette pas du tout la vie que j'ai. Et je me rends compte, même à travers la maladie, que c'est ce qui m'a beaucoup servi de vecteur pour faire des choix pour moi. Et ça, c'est précieux, pour le coup, parce qu'on grandit souvent dans une société qui, on est un peu ballotté dans tous les sens, entre notre éducation parentale, ensuite l'école, ensuite le travail, ensuite les médias, etc. Et il y a énormément de voix parasites qui viennent... d'injonctions. Exactement. Et d'injonctions contradictoires. Exactement. Aussi, ouais. Et à un moment donné, le corps vient rappeler le chemin et notre chemin personnel à prendre. Et pour ça, je suis reconnaissante. Vous voulez ajouter quelque chose, Yolande? Alors, je crois que on peut rien ajouter. Elle a effectivement exprimé son ressenti, sa façon, son regard, sa vie. Moi, je j'ai rien à dire sur la vie de Thérèse. Par contre, ce que je peux évoquer, c'est la prise de décision d'un peut-être donneur. Ouais. Pourquoi on s'engage? Et là, c'est pareil. Il y a tous les cas de figure, il y a toute l'échelle, il y a celui qui se dit « Ah, mais quelle est la hauteur du risque que je vais prendre? Jusqu'où j'accepte d'aller sur l'échelle du risque ?» et qui a besoin d'en savoir plus, de comprendre la technique utilisée, parce qu'elle a évolué dans le temps et que, effectivement, les risques se minimisent un petit peu, parce que... autour de moi, mes proches, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et pourquoi je fais ça alors que je suis pas nickel chrome avec eux? Enfin, il y a des tas de questions qui se posent, diverses et variées. Et puis, il y a des gens pour qui, oui, sauver une vie, c'est génial, c'est évident. C'est naturel, j'y vais tout de suite. Le donneur qui va être retiré du fichier parce qu'il y a un âge au-delà duquel on le sort du fichier des donneurs, alors celui-là qui est arrivé spontanément en se disant « je vais sauver une vie », il est terriblement déçu. Et l'âge, est-ce que vous pouvez le rappeler où on sort du fichier? Oui, bien sûr. Alors, pour s'engager, il faut avoir 18 ans, parce qu'il faut être majeur, et 35 ans. C'est la limite, 35 ans révolus, parce que à cet âge-là, la moelle osseuse est terriblement dynamique et on est sûr d'avoir les meilleures conditions possibles pour sauver une vie. D'accord. Après 35 ans, je dis pas qu'on est vieux, faut pas, surtout venant de moi. On a dépassé les 35 avec Thérèse, donc... Oui, et moi alors. Et donc, effectivement, la moelle devient moins dynamique. Donc, on va rester dans le fichier jusqu'à 60 ans révolus. D'accord. Ok. Parce que on a besoin de typage de HLA très divers, surtout en France où on a tellement de croisements de population qu'on a des génotypes, c'est j'imagine. Affolant. Mais bon. En tout cas, après 60 ans, on est sorti du fichier parce que
c'est vrai que là, on s'assoupit un petit peu du côté de la moelle osseuse. C'est joli, c'est joliment dit. Mais alors, je voudrais rebondir sur cette notion de risque et de choix. Je me souviens, Thérèse, que tu m'avais dit qu'effectivement, quand on t'a proposé, que les médecins t'ont parlé de la greffe, c'était recommandé, mais il n'y avait pas d'injonction à le faire. Donc, à un moment donné, est-ce que... comment tu as fait ce choix-là ? Est-ce que tu as aussi pris en compte cette dimension de risque ? Oh waouh, ouais. Oui. Ça a été, je pense que ça a été le cœur de ma réflexion quelque part. Forcément, j'avais peur de mourir déjà, que ça marche pas, que la greffe prenne pas, ou que je meure pendant l'opération, avant même qu'on se pose la question de la prise ou non. Et puis plus que de la mort, parce que ça a été un grand travail, un long travail psychologique, et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai bénéficié d'une psychologue à l'hôpital. J'étais à l'hôpital Paul Brousse et c'était vraiment une super psy et qui avait justement l'habitude de travailler sur les angoisses de mort. On les a toutes, plus ou moins, mais encore plus quand on va être fraîchement greffé. Et après ce long travail, il a fallu réfléchir à tout ça. Et plus que la mort encore, je me suis rendu compte que c'était une vie altérée qui me faisait plus peur. Je dis n'importe quoi, mais j'avais peur que, par exemple, pendant l'intubation, on touche à mes cordes vocales. Je me suis dit, et si je me réveille et je peux plus chanter ? À quoi je sers ? Et si je me réveille et il s'est passé je sais pas quoi d'autre, qui n'a rien à voir avec la greffe et que j'ai d'autres soucis, si je peux plus marcher, qu'est-ce qui se passe ? Et donc il a fallu balayer tous ces risques-là dans ma tête, psychologiquement, et de me dire, est-ce que je suis prête à ça ? Et au-delà des risques, c'était aussi du coup de renverser quelque part mes pensées et mon mécanisme de projection, et de me dire, et si c'était mieux que ma vie actuelle ? Et si d'un coup je pouvais remanger sans fractionner mes repas ? Et si d'un coup je pouvais rechanter sur scène sans être essoufflée à la 3e chanson ? Et si je pouvais monter les escaliers dans le métro tous les jours sans me dire je vais mourir et d'avoir moins mal au dos, etc. Toutes les contraintes que j'avais avant. Et quelque part, je pense que c'est effectivement un pari sur la vie et un pari sur le d'aller chercher la lumière quelque part et de se dire peut-être que ce sera mieux et je prends ce risque-là. Et c'est comme ça que j'ai pris ma décision. Je me suis dit, j'ai de la chance, je vais faire confiance aux médecins et on verra. Et pendant toute cette période un peu d'attente, Mathias Malzieu nous en a parlé. En fait, lui, il s'accordait des petites fenêtres de décompression, en fait, par rapport aux médias. Donc, en fait, lui, on n'en avait pas du tout parlé. C'est vrai que dans le cas de Thérèse... t'en as parlé, mais à un moment donné, c'était quand même invisible, donc t'en parlais pas. Ces fenêtres-là lui permettaient en fait d'être un homme entre guillemets, entre 1000 guillemets, normal. C'était juste un réalisateur qui sortait son premier film d'animation et plus une personne malade. Donc toi, comment t'as aussi géré ça, même avec Alex ? Est-ce que vous accordiez comme ça des petits sas de décompression Comment vous avez cessé ? A-t-elle souvenir de quelque chose ? Moi, j'ai l'impression de... en fait, mon sas de décompression, ça a été de dire à mes médecins je vais aller au bout de ma tournée. On m'a préconisé de me faire greffer début 2022, donc de me mettre sur liste en 2021, et j'ai pas voulu le faire. Je leur ai demandé un sursis. Et je leur ai dit, en fait, j'ai une to-do à faire avant d'aller me faire greffer et de potentiellement que tout s'arrête. J'avais peur de plus pouvoir tourner après. Et donc, j'avais fait toute une liste de choses qu'il fallait absolument que je fasse avant de me mettre sur liste définitive après le bilan pré-greffe. Et voilà, donc j'avais coché toutes mes cases personnelles avant d'y aller et je crois que c'était ça. Et j'ai un peu fait mes caprices aussi par rapport à certaines œuvres que je voulais qu'elles sortent. En fait, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Maladiva, qui parle justement de cette relation avec ma maladie. Et je me souviens de m'être dit, je veux absolument que ce clip soit tourné avant d'aller me faire greffer. Je ne sais pas quel souvenir t'en as. Il y avait une urgence comme ça aussi du côté de Mathias Malzieu, en effet, de s'arranger avec les médecins pour repousser au maximum sa greffe, pour pouvoir sortir son premier film, faire son avant-première.
C'est fou. Bah après, il y a quelque chose qui était, enfin, maintenant que je trouve drôle, c'est la décompression par le travail. Et aussi, enfin, quelque chose que je trouve être une forme de décompression ou de soulagement. Enfin, c'est comme ça que je le pense rétrospectivement. C'est finalement anticiper l'après. Et c'est une pulsion de vie, en fait, anticiper l'après. C'est se dire, voilà, il y aura quelque chose derrière. Et ça c'était assez chouette. Je sais pas si tu le pensais comme ça, mais c'est une vraie pulsion de vie. Ouais, laisser quelque chose de soi, en fait. Je pense que c'est au-delà de ça. Okay. C'est pas seulement... c'est pas l'œuvre posthume. C'est une projection dans un après. Et enfin, je sais pas si on peut appeler ça un espace de décompression, mais je pense que c'était un espace de soulagement mental. Ouais. Enfin voilà, ça avait sa fonction en tout cas, je crois. Oui, ouais. C'était effectivement déposer. Je m'envoyais presque une lettre pour le futur en me disant si tu sors cette chanson, tu pourras raconter les choses après et continuer ta carrière avec ce bagage qui sera posé. Et voilà, ouais, effectivement. Et du coup, c'est vrai que la grève, ça pose aussi la question de déjouer le temps, en fait, déjouer les contretemps aussi. Et dans une industrie un peu performative où il y a plein d'échéances comme ça, comment vous avez un peu mené les choses entre donc ces échéances, la carrière de Thérèse? Comment tu l'as accompagnée, en fait, Alex? Oula. Après, ce que je peux dire, c'est qu'il faut aussi croire en l'intelligence de notre environnement. Qu'on a beau être dans le monde tel qu'il est, enfin non, plutôt tel qu'on nous le donne à voir. Les gens sont finalement assez bienveillants et formidables, et bien plus qu'on le croit. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire de la musique enregistrée, on est financé. Dès lors qu'on explique qu'on va pas pouvoir tenir les délais, je veux dire, n'importe quelle personne, un tant soit peu humaine, comprend sans problème qu'on va pas pouvoir tenir les délais. C'est plutôt ça la découverte. C'est que, en fait, cette industrie performative, c'est peut-être pas vrai. En fait. Okay. Que c'est peut-être ça aussi la grande leçon, c'est que on a le droit de s'autoriser des choses et des choses différentes, on a le droit d'inventer des imaginaires différents. Il faut être jeune, il faut être beau, on peut sortir de l'imaginaire trumpiste, on a le droit. Après, dans le cas de Mathias Malzieu, c'est vrai que sa grève, donc quand il en a parlé à ses équipes, etc. Et donc autour du film, en fait, il devait faire une première au Rex et faire un petit concert donc après la projection. Et le fait est que ça a été annulé, en fait, sous couvert de protection. C'est-à-dire, pour le protéger lui, ils ont préféré tout annuler. Donc, en fait, où se place le curseur entre protéger ou ne pas laisser décider l'artiste, parce que lui se sentait capable, en fait, de monter sur scène, de faire le show, un show plus intimiste. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça vient un peu titiller sur ces questions-là ? Même si tu dis que l'environnement est bienveillant, là, bon, il est bienveillant, mais en même temps, lui, il aurait aimé y aller. Ça vient titiller nos valeurs. Je peux pas, je sais pas quoi répondre. J'aurais tendance à penser que dans ces cas-là, il faut s'en référer aux sachants. Ouais. Et que donc le corps médical, dans son ensemble, devrait participer à cette réflexion-là. Intéressant. Parce qu'on n'a pas tous les éléments, on n'a pas la connaissance suffisante. On a un élan bienveillant, mais ça suffit pas pour la décision. Moi, j'avais une question. Quand je vous entends dire ça, c'est juste pour être un peu moins bête demain. Mais non, mais il y a une double chose. À chaque fois que les gens sont malades, il y a la vie du corps médical, et puis il y a l'envie de la personne. Et enfin voilà, on le voit dans d'autres cas et dans d'autres maladies. En fait, c'est que comment dirais-je, ça a une vertu aussi qu'on soit maître, enfin que la personne soit maître de sa décision aussi. Quelquefois, ça la porte. Oui, elle fait des choses que
le corps médical déconseillerait, mais en même temps, psychologiquement, l'apport peut être des fois tellement puissant que voilà, enfin, il y a toujours ce double effet. C'est pour Alors, ça. moi, c'est j'aime compliqué. beaucoup ce que vous dites là, parce que justement, on est en train de mener presque une bataille pour que, effectivement, le patient participe à son parcours de santé. Ça, c'est quelque chose sur quoi on travaille depuis déjà pas mal de temps. Et c'est vrai que il y a eu cette période du mandarinat, le grand chirurgien qui sait tout et qui impose et qui dit voilà, c'est ça qu'il faut faire et j'ai raison et c'est indiscutable. Et on a encore des patients, surtout dans certaines tranches d'âge, qui sont complètement tétanisés par la parole du chirurgien. Forcément, c'est lui qui sait, il a raison. Et là, nous, c'est un... Je suis contente que vous ayez ça. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en disant mais le patient, lui, il sait. Ouais. Il a une connaissance de ce qu'il ressent ou pas, de ce qu'il se sent capable de faire ou pas, du choix de traitement qu'on lui propose, des alternatives qu'on lui met dans les mains. Il faut qu'il puisse effectivement non seulement s'exprimer, mais être entendu et être pris en compte. Bien sûr. Et merci beaucoup. Et surtout qu'en plus, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans le cas de la greffe, on encourage les patients à être vraiment acteurs de leur guérison. Absolument. Et de la prise de greffe. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dit à Mathias Malzieu, et c'est peut-être quelque chose qu'on t'a beaucoup dit, toi, Thérèse, en fait, En fait, il faut être un conquérant. Voilà. C'est comme un... Mais moi, je suis bien contente que ça se passe comme ça, parce que au moins, on n'a pas travaillé pour rien. Exactement, ouais, exactement. Après, pour revenir à l'industrie du disque, c'est vrai que, alors, il y a ce côté effectivement très bienveillant. Il y a aussi, de l'autre côté, un manque de discernement aussi parfois de certaines personnes qui veulent pas mal faire, mais bon, il y a, voilà, c'est savent pas trop comment agir. Et dans le cas de Mathias Malzieu, il y a une des personnes de son entourage qui a vraiment parié sur sa mort. Est-ce que toi, Alex, tu as été témoin peut-être de remarques un peu maladroites à l'endroit de Thérèse ? Oui, il y en a. Après, enfin, c'est pas propre à ce milieu. Je crois que les gens, ils ont leur propre peur, leur propre histoire, leur propre maladresse. Enfin voilà, on est tous loin d'être parfaits. Donc j'ai le malheur de croire que, enfin, de très rares exceptions près, les gens sont pas 100% malfaisants. Enfin, on est... Voilà, le problème dans le monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Non, mais... Enfin voilà, je pense que c'est le cas dans n'importe quel cas, dans n'importe quel métier. Voilà, c'est valable pour un enseignant, un banquier, un maçon. Il y a des gens qui ont peur de ce que ça leur renvoie. Il y a ceux que ça met en colère. Je pense qu'il y a toutes les réactions. Et ben voilà, enfin, si on est là, ça peut servir à ça. Après, j'ai écouté un petit bout de ce que disait Mathias, et il y a aussi l'idée du pardon aussi, dans ce qu'il disait. Et je trouve que c'est important, ne serait-ce que... Enfin, on vit mieux, quoi, sans la colère. Ouais. Oui, et puis on réagit pas toujours bien, en fait, dans ces situations-là. Cela dit, l'être humain est-ce qu'il y a des bons mots quand même social. Oui. Faut pas l'oublier. C'est sûr. Même si certains l'oublient de temps en temps, ils y reviennent quand ils ont besoin. Moi, je me souviens effectivement d'avoir été surprise par énormément de personnes. Alors autant, c'est vrai qu'on en a entendu des trucs avec Alex et puis avec d'autres. Ah, c'est dommage, sa carrière démarrait bien. Ah, mais elle aurait pas dû le dire. Tout ça. Donc, il y a eu plein de choses comme ça. Et puis, j'ai même eu quelqu'un de mon entourage, pas très proche, mais qui m'a avoué a posteriori que... il n'avait pas tellement creusé le sujet, il avait vu passer des choses sur les réseaux sociaux et il s'était demandé à l'époque si c'était un argument marketing pour vendre des disques. Et ça m'avait fait très très mal parce que j'en ai eu extrêmement peur. Et heureusement, encore une fois, ma psy m'a dit si vous savez pourquoi vous faites les choses, n'ayez pas peur. Et que cette personne ait le courage peut-être de juste porter ce que vous portez tous les jours avant d'émettre un jugement pareil sur votre personne. Et c'est vrai que
on apprend le pardon et on se nourrit aussi beaucoup de la bienveillance des gens. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes que je connaissais de près ou de loin qui se sont révélées. Et puis, énormément de gens qui m'ont proposé de l'aide, en fait. Que ce soit avant, pendant ou après. Et ça, je trouve effectivement que c'est quelque chose à mettre en avant. Plutôt que de se souvenir des gens qui projettent leur peur. Hein, et c'est effectivement ça que je me suis dit. Tout à fait. Sur le coup, c'est pas ce que je me suis dit. Forcément, ça fait du mal. Et puis, moi, j'ai été aussi tellement dans mon prisme à moi que j'étais en colère ou je me sentais trahie. Mais bon, heureusement que ça passe. Il y a même une jalousie morbide, en fait, un peu dans le commentaire qu'on t'a fait. Je trouve ça assez désagréable, en fait. Choquant et désagréable. La capacité de celui qui va se faire greffer ou qui est malade à partager et expliquer. C'est vraiment un truc assez formidable. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Thérèse, elle est aussi très pédagogue. Ouais. Au regard non, mais des gens avec qui elle travaille. Bien sûr. C'est un pari sur l'intelligence aussi. De se dire, si je leur explique pas, ils peuvent pas comprendre non plus. Ni ce que je ressens, ni les contraintes, ni les questions. Voilà. Et puis il y a aussi des fois où moi j'ai souvenir aussi des fois où on en rigole, en fait, de se dire allez, on va quand même faire la tournée, mais alors il faut quand même qu'on prévoie que des villes où il y a un héliport et à moins d'une demi-heure. Ah, génial. Et c'est vrai qu'on a fait ça, on s'est dit du coup les dernières dates de la tournée, il faut vraiment que ce soit pas trop loin, que je puisse rentrer à Paris en cas d'urgence, que je sois à moins de 3 heures parce que c'était la règle en fait. T'es suspendu au téléphone en fait. Exactement, et j'avais mon téléphone tout le temps allumé. Et même pendant les lives, du coup, quelqu'un l'avait au cas où on m'appelle au milieu d'un concert. Salut les gars, je me tire. On avait un petit peu tout préparé. Et effectivement, tu parles de préparation. Ouais. Et j'avais la sensation d'avoir un peu le syndrome David Bowie. Les gens qui planifient tout jusqu'à théâtraliser soit leur maladie, soit leur mort. Mais c'est très inconscient, en fait. Je me rends compte a posteriori. Et j'avais créé 2 groupes WhatsApp différents. Un groupe WhatsApp pour les très proches, les 35 très proches, parce que voilà, moi mon système amical, d'amour est assez étendu parce que ça me fait du bien. Et j'avais créé un autre groupe WhatsApp pour justement l'équipe des partenaires professionnels. Et Alex était dans les 2. Du coup, il avait à la fois les explications vraiment au jour le jour de tous les examens que je faisais, de tous les résultats que j'avais, etc., pour dire aux gens où j'en étais. Et j'avais aussi l'autre groupe un petit peu plus formel où je donnais un peu les grandes lignes. Et je conseille à toutes les personnes qui ont envie de le faire, évidemment, mais de se préconstituer tout ça avant la greffe parce que ça permet, le jour où la greffe arrive, de envoyer un message ou 2 messages au lieu d'en envoyer 50. Ouais, Oui. c'est intéressant. Et de décharger justement cette histoire de la responsabilité. Et moi, ma mère ayant été doublement greffée en 2017, j'ai vu ce que c'était que d'être l'accompagnante et de répondre 70 fois par jour au téléphone et de répéter la même chose en boucle et en boucle et en boucle. Et du coup, ayant été accompagnante, je me suis dit, pour les personnes qui m'accompagnent, ce sera beaucoup plus simple. Et... Parce que la technologie le permet. Exactement. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Hein. Ouais. Et alors, du côté du donneur, il y a aussi une période comme ça, à partir du moment où il a décidé d'être donneur, qu'il a pris contact avec donne-moi-l'osseuse.fr, il va recevoir un kit pour pouvoir déterminer son typage HLA. Alors bon, ça, on sait tout ce que c'est maintenant, hein, c'est le machin qu'on s'est collé dans le nez pour le Covid. Là, bon, c'est moins grave, on se le met dans la joue. On renvoie tout ça, et après, l'analyse est faite et on rentre dans le fichier. Ou bien, on va au centre donneur le plus proche de chez soi, et on fait ça sur place. Bon, voilà. Puis un jour, on est appelé, peut-être. Et celui qui est appelé, à ce moment-là, il a toutes sortes de questions qui viennent, parce que il sait qu'il va donner. Ça, c'est plutôt joyeux. Mais il sait qu'il va donner à quelqu'un qu'il ne connaîtra jamais. Et ça, c'est plutôt dur. C'est la loi, et c'est une bonne loi. Oui, je pense que c'est une bonne loi. C'est une bonne loi. Ne serait-ce que pour un truc tout bête. Hein. Un donneur donne.
sa famille connaît l'identité du receveur. Elle peut très bien aller le trouver en lui disant on vous a sauvé la vie, ça fait tant. Exactement. Hein Ouais. On va éviter ce genre de situation désagréable. Donc l'anonymat, c'est pas mal. Oui. Et on s'est aperçu dans certains pays où il n'y a pas d'anonymat que ça créait des choses un peu compliquées. Alors, c'est marrant, on en a discuté avec l'agence de biomédecine. Oui. En fait, ils nous disaient que beaucoup de patients donc, qui étaient greffés débarquaient à l'agence de biomédecine parce que c'est l'adresse, en fait, un peu. C'est le contact quand ils demandent, en fait, à connaître leur donneur ou donneuse. Oui. En fait, ça renvoie à l'agence de biomédecine, donc ils débarquent tous en bas. Alors, Oui. Ils sont très déçus. Oui, du coup. Oui, parce que c'est pas très joli en plus comme bâtiment. C'est bon, c'est moderne, mais Oui. un peu froid. C'est ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, alors effectivement, les donneurs ou les familles de donneurs peuvent avoir des nouvelles du greffé ou de la greffée, mais de façon anonymisée et en passant par le réseau des soignants. Hein. Et il peut y avoir un retour possible, toujours par le même canal. Et en tout cas, ça restera étanche. Et c'est une bonne chose. Une chose aussi, peut-être qu'on ne sait pas assez, c'est que nous avons en France un fichier avec des donneurs potentiels qui sont typés à des niveaux assez profonds. C'est-à-dire qu'on a une carte d'identité de chacun qui est assez précise. C'est pas le cas dans tous les pays. Il y a d'autres pays où on s'arrête au premier niveau. Puis on refait quand c'est nécessaire. Bon, c'est des méthodes différentes, mais à la fin, on arrive au même résultat et aux mêmes précautions. Ce qu'on ne sait pas aussi, peut-être, c'est que les fichiers sont en relation. Oui. Et qui sont... Il y a 57 fichiers nationaux qui sont reliés dans un même système et que la moelle, ça voyage très bien, les poches voyagent très bien. Fut un temps ancien où c'était les donneurs qui voyageaient. Donc on allait les chercher à la gare, on les emmenait à l'hôpital, on leur faisait visiter Paris en attendant. Mais bon, maintenant, ce sont les poches qui voyagent et ça simplifie les choses et ça raccourcit les délais. Cela dit, on a souvent pour le donneur un petit peu de temps pour qu'il puisse s'organiser, pour qu'il puisse bouleverser sa vie, parce que il va être obligé de cesser ses activités professionnelles aussi, oui. un peu. Il va être obligé de prendre un certain médicament pour que les cellules souches migrent dans le sang circulant, pour qu'on puisse prélever sans lui faire des trous dans la hanche, ce qui est quand même moins désagréable. C'est sûr. Donc, effectivement, il y a tout, en amont de la greffe, il y a toute une organisation énorme qui mobilise beaucoup de gens. Une greffe, ça peut être 50 à 70 personnes qui sont mobilisées. C'est une somme de compétences extraordinaires. Une chaîne de solidarité, C'est ça, c'est ça. Et la greffe, ça pose aussi la question de l'après-greffe. Bien sûr. Toi, dans ton cas, bien Thérèse, sûr, ça ne s'arrête pas ce jour-là. Mais du coup, toi, 3 mois après ta greffe, tu tournes un clip quand même. Qu'est-ce que ça dit de ce métier ? Je crois qu'avant de parler de métier, je me dis qu'est-ce que ça dit de moi en fait. Oui, aussi. Je crois que j'avais vraiment besoin de ça. La musique et l'art en général, le fait de créer, d'être avec des gens, de monter des projets, c'est ça qui me donne de la force. Ça me fait avancer dans la vie, ça me drive, ça me fait me sentir vivante surtout. Et du coup, effectivement, on m'avait gentiment dit de ne pas reprendre la scène trop vite. Donc j'ai mis 10 mois avant de remonter sur scène. En revanche, on m'avait pas interdit de tourner des clips. Donc on a tourné le clip de No Rules 3-4 mois après la greffe, et je ne sais pas d'où est venue cette énergie.
parce que j'avais arrêté la cortisone. Et après la cortisone, on a en général des petites rechutes. Voilà, ça va pas super fort. Mais justement, je pense que c'est ça qui me maintenait en vie. Et je rejoins en fait tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, moi, je me soigne par mon travail. Pas toutes les parties de mon travail, hein, pas la relecture des contrats, etc. Mais par le fait de revoir des gens, de créer des choses, de m'amuser. Et je crois que l'amusement, même s'il peut fatiguer physiquement, amène beaucoup de joie. Et moi, je crois que la joie et l'amour m'ont énormément aidé à guérir. Voilà, de cette greffe. Enfin, de guérir, c'est pas totalement de guérir, parce que... De soigner. De soigner, disons, de récupérer. Et de me remettre dans les rails de la vie, parce que, en fait, on guérit jamais vraiment. Enfin, on a enlevé mon foie, je reste une personne malade. Parce que déjà, mes reins sont atteints, parce que je prends des médicaments à vie. Et que après ça, il y a tout plein de contraintes. Enfin, moi, j'ai jamais arrêté de porter le masque depuis le Covid dans les transports. Ça, les gens l'oublient. Voilà, je fais beaucoup moins la bise, alors que je suis quelqu'un d'extrêmement tactile à l'origine. Tu fais des gros hugs. Je fais des gros hugs. Après mes concerts, moi en général, j'aime autant le show que l'after show. Ce que j'aime, c'est aller à la rencontre des gens, parler, etc., faire des bains de foule. Et c'est vrai que ça a changé ma vie sociale. C'est-à-dire que je le fais, je prends ce risque à ce moment-là conscient. En revanche, je vais à beaucoup moins de soirées qu'avant. Et ma sociabilité s'en est trouvée transformée. Et aujourd'hui, je fais plus des dîners en one-to-one sur mon canapé plutôt que des bains de foule dans des bars à hurler sur des gens en plein hiver alors que tout le monde a des gastro et des grippes, etc. Donc voilà, je me suis adaptée. Et Alex, est-ce que toi, t'as réfréné Thérèse dans ses envies comment tu l'accompagnes aujourd'hui? Est-ce que son quotidien de chanteuse s'en est trouvé transformé même au niveau de l'enjeu de performance, tu vois, comment tu la vois évoluer Bien. Elle évolue très bien. Non, mais du coup, ça replace la performance là où elle aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire au bon endroit. Ouais. Que tout ça, c'est très relatif. Juste, je vais revenir sur quelque chose qui se disait avant. C'est que dans ce qu'on peut appeler un empressement, je crois qu'il y a aussi l'envie de ne pas être réduit à sa maladie. C'est-à-dire regagner un peu d'un statut antérieur ou nouveau. En tout cas, au bout d'un moment, tu n'es que la maladie. Tu n'es que le malade. Et que du coup, tu as aussi d'autres pans de toi-même, tu as d'autres activités sociales. Donc je pense qu'il y avait ça aussi dans le fait de reprendre une activité. C'est aussi reprendre possession de soi, je crois. Et puis après, qu'est-ce que ça dit ? Alors, je ne sais pas si mon interprétation est juste, mais ça dit quand même qu'en tout cas, cette activité-là, je ne vais pas dire ce travail, cette activité-là, en fait, elle n'a de sens que parce qu'elle permet aux gens de se parler. En fait, la musique, c'est qu'un moyen de parler à l'autre, comme, je ne sais pas, la peinture, l'écriture, enfin voilà. Plein d'activités humaines ne sont que des prétextes pour se parler. Et donc, du coup, c'est remettre les choses au bon endroit. C'est avant tout ce machin. Qui permet de faire de l'argent ou non. Enfin, moi, ça m'a posé plein de questions, et ça m'en pose encore, sur là où on en est. Enfin, qu'est-ce qu'on veut faire circuler ? Est-ce qu'on veut faire circuler des œuvres et des idées ? Ou est-ce qu'on continue ce truc qui est finalement très récent, de faire circuler des œuvres, des idées et l'interprète qui va avec ? C'est une idée très curieuse, mais finalement très récente. Il n'y a pas forcément besoin que l'interprète d'une chanson circule. Au Moyen-Âge, c'était la chanson qui circulait sur une partition. Et c'était une œuvre commune qu'on se passait comme ça. Voilà, il y a des choses qui... À quoi tu fais référence quand tu dis ça Au fait de... En fait, c'est plus l'œuvre qui est en jeu dans cette industrie, c'est l'interprète. On est passé d'une œuvre qui a de l'importance à un interprète qui a plus d'importance que de l'œuvre. C'est le monde des youtubeurs, c'est le monde des télécrochets. Où avant... Une starification un peu... La starification vient avant la production de l'œuvre. Ouais, c'est ça, tu es d'abord une star et ensuite, éventuellement, tu peux produire des œuvres et encore, c'est pas obligatoire. Donc voilà, ça re-questionne ça. Ça re-questionne les contenus. En fait, qu'est-ce qu'on a envie de se transmettre les uns aux autres ? Effectivement, avant, on avait vraiment la sensation que en tout cas en tant qu'artistes, que c'était nos œuvres qui étaient les
produit, et aujourd'hui, c'est nous et c'est nos corps, du coup. Donc, on nous trimballe dans tous les sens. Il faut être un jour à Metz, le lendemain à Melbourne, en Australie, et puis, etc., etc., sans prendre en compte les temps de repos, le jet lag, le rythme, du coup, circadien du corps, notre alimentation, etc., etc. Et moi, c'est vrai que cette industrie m'a fait rêver parce que j'avais aussi envie de voyager aux quatre coins du monde ou même de la France. Déjà, c'est pas mal pour connecter avec les gens. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, la réalité de l'industrie, c'est être dans un train, arriver dans une salle, jouer un concert, avoir à peine le temps de voir les gens, reprendre un train, repartir dans l'autre sens, etc. Et finalement, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre le temps. C'est d'aller rencontrer des gens sur un territoire, c'est de comprendre des personnes, chercher à comprendre des personnes, essayer de les comprendre, des gens qui me ressemblent pas en fait. Et c'est pas juste aller dire bonsoir Bordeaux ou Nantes et même pas savoir où je suis et finalement rentrer à la maison et me dire je me sens seule et je suis sur Instagram. C'est pas du tout intéressant. Certes. Est-ce que ça a aussi re-questionné vos pratiques et votre productivité, même toi Alex, pas forcément par rapport à Thérèse, mais toi en tant que moi, ça accompagnant des artistes en fait, je trouve que ça fait réfléchir sur le temps. En fait, le temps... Le mot à la mode, c'est le temps long. Ouais. Mais en fait, c'est juste se donner un petit peu de temps. En fait, en fait, on constate que l'arrêt forcé de l'activité humaine, c'est pas grave. Somme toute. Ouais. Non, mais ici... La Terre continue de tourner. Oui. Mais, et ça va de pair avec plein de préoccupations qui nous traversent plus ou moins. Je veux dire, le contexte écologique, par exemple. Il y a des choses qui clairement nous apparaissent doublement incompatibles. En fait, on peut pas aller à toute vitesse, on peut pas piller... On peut pas piller un espace fini et penser que ça va bien se passer. Enfin voilà, ça va de pair avec des questions qui sont dans l'air du temps, d'aller différemment. Voilà. Donc ça résonne aussi, et c'est marrant comme le corps et la terre, en fait, finalement résonnent ensemble. Yolande, est-ce que ça vous arrive de travailler avec des artistes ou des personnalités qui ont un petit peu de notoriété, un peu ou beaucoup, pour porter les causes? Alors, c'est assez rare. Il y a des gens que nous avons sollicités au gré du temps et qui sont pas très attachés parce que c'est pas une cause franchement noble. Et le don d'organes, ça n'a pas une résonance suffisante pour eux. Excusez-moi, c'est pas très gentil, mais c'est vrai. C'est fou, ouais. Pourquoi, Et donc, le sida, par exemple, ça, c'est bien. Ok. C'est bien, c'est médiatique, c'est bien. Le don d'organes, non. Ok, il y a même une hiérarchie, une échelle de valeur dans les maladies, du coup. Oui. Dans les causes. Oui. Ok. Oui. D'accord. Oui. L'adoption des petits-enfants au bout du monde, même si on les coupe de leur culture et qu'on les déracine, ça, c'est bien. Ok. Et comment, du coup, vous sensibilisez, en fait On fait sans. Ok. D'accord. C'est dit. Voilà. C'est vrai que... Parce que si on doit partir sur des bases ambiguës, ou si ça doit être fait de mauvaise grâce, il faut pas faire. Oui. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et pour rappel, il y a Mathias Malzieu, du coup, qui lui est parrain de l'association EGMOS et de la fondation HTC. Et apparemment, ils ont observé des pics. Ouais. Suite à l'apparition du livre Journal d'un vampire en pyjama. Oui. Donc où il raconte vraiment EGMOS, ce sont des gens avec qui on a des collaborations périodiques, ponctuelles quelquefois, mais effectivement, ce sont des personnes qui sont porteuses d'un vrai message. Et tant mieux qu'ils aient eu l'appui de Mathias Malzieu. Ouais, et puis qui peuvent être des porte-voix, en fait, ces artistes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a aussi
des pudeurs de la part de certains qui ne veulent pas rappeler ce qui leur est arrivé parce que c'est peut-être douloureux pour eux-mêmes et puis ça risque de les entacher d'une image un peu moins brillante, donc ils veulent pas en parler et puis peut-être que leur résilience n'est pas suffisante. Peut-être, je ne sais pas. Ça questionne beaucoup la solidarité, en fait, la chaîne de solidarité. Où se place l'empathie, la solidarité et pourvu que les donneurs pensent de cette façon-là. Oui. Alors, en France, on en a à peu près 400 000, quand même, qui sont enregistrés. Dans le monde de l'ensemble des réseaux qui sont connectés ensemble dans le World Marrow, etc., ça fait 10 millions de personnes. Bon, c'est bien. C'est pas mal. Mais à l'échelle de la planète, c'est pas énorme, moi je trouve. Il reste qu'on a une chance sur 1 million de sauver quelqu'un. Et zut. Et du coup, s'il y a des artistes qui nous écoutent et qui ont envie d'aider, n'hésitez pas, du coup, à contacter France Adot parce que ça en vaut la peine. Il y a des belles campagnes qui pourraient se faire et on pourrait sauver plein de vies assez facilement en en parlant tout simplement. Oui, tout à fait. J'ai une autre question qui a un rapport avec un peu ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport à la parentalité, la culpabilité, etc. C'est vrai que moi, on m'avait quand même pas mal poussé à l'époque à me questionner sur le désir d'enfant. Parce qu'avec ce foie qui grossissait, j'avais de moins en moins de place dans mon ventre. Et je ne savais pas à l'époque quand est-ce que j'allais me faire greffer. Et donc, avant la greffe, on m'avait dit, en gros, il vous reste à peu près 2 ans si vous avez envie de faire un gosse. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Et puis, je suis allée me faire greffer. Et après la greffe, j'avais donc 37 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on m'a dit, là, il vous reste une petite fenêtre de tir. Si jamais vous avez quand même envie de devenir maman, c'est pas tout de suite parce que là, il faut attendre que ça cicatrise. Mais voilà. Et donc, Mathias, de son côté, on lui a prescrit une congélation de spermatozoïdes. Moi, j'ai fait une congélation d'ovocytes. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu moins abordé par rapport aux personnes greffées. Est-ce qu'il y a une sorte de pousse à l'enfant ou au contraire de se dire surtout ne faites pas d'enfant parce que potentiellement cet enfant serait malade. Qu'est-ce que vous avez rencontré Alors, je dirais que ça, c'est avant tout des critères de l'ordre médical. Il y a certains patients pour qui la question va même pas se poser. Et puis, il y a des patients pour qui, effectivement, c'est une question extrêmement importante et qu'il faut que le patient se pose à lui-même. Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai envie? Et on en revient à la décision du patient dans son parcours de soins. C'est pas un soin, mais dans son parcours tout court. Qu'est-ce que je veux, moi, pour moi-même, pour le conjoint, la conjointe avec qui j'ai envie de procréer? Qu'est-ce que je veux pour l'enfant à venir? Quel risque je lui fais prendre? Et ça, c'est une question extrêmement personnelle. Alors, je dirais que c'est pas une question qui se pose systématiquement. D'abord pour une raison très simple, c'est que parmi les petits greffés, il y a beaucoup de petits-enfants. Ok. Donc pour eux, on n'en est pas là dans leur parcours de vie. Oui. Mais, et puis, il y a aussi des personnes qui ont déjà une famille, une descendance, et pour qui la question ne se pose plus. C'est effectivement chez des personnes comme vous que la question se pose et qu'il faut la poser. Il faut poser le sujet impérativement. Il faut que ça soit pas tu ou éludé ou on verra plus tard. C'est extrêmement important que la personne qui va se faire greffer ait ça aussi parmi les enjeux. Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai la sensation que finalement, je me suis retrouvée confrontée 2 fois à la question. Ça m'a beaucoup, beaucoup remuée parce que
Parce que c'est une question remuante, en fait, la parentalité. Bien sûr, bien sûr. Et finalement, pour le moment, j'y ai renoncé 2 fois et je me rends compte que il y a aussi plein d'autres façons pour les personnes qui se posent ces questions-là de transmettre et de prendre soin aussi des autres. Et moi, la création m'a beaucoup permis ça, en tout cas. Je sais qu'écrire des chansons et de créer tout court dans son ensemble, que ce soit aujourd'hui un podcast ou des soirées ou aller dans des écoles faire de l'action culturelle, aller voir des seniors et faire des ateliers d'écriture, etc. C'est des choses qui m'ont beaucoup nourrie et autant je n'accouche pas physiquement, mais j'accouche de plein d'idées, d'énormément de choses qui me permettent aussi de me sentir en lien et d'avoir la sensation de continuer à transmettre de la vie à travers tout ça. Donc voilà, c'est un petit réconfort peut-être pour certaines artistes dont je sais qu'il est une population qui fait moins d'enfants. Pour plein de raisons, j'imagine. Nos conditions de travail en sont évidemment responsables, mais j'ai la sensation aussi, pour avoir discuté avec énormément d'artistes, que quelque part notre sens à nous, on le trouve aussi ici. Ouais, et je trouve qu'il y a un truc assez incroyable, assez beau en fait dans ton parcours ou dans celui de Mathias. C'est qu'il y a comme un peu une idée reçue où la maladie mettrait un stop à leur pratique artistique en fait. Or, on s'aperçoit que le besoin de créer les a jamais quittés. À aucun moment, que ce soit toi ou Mathias. Et dans la dernière ligne droite de sa greffe, Mathias avait dans sa chambre stérile un ukulélé, un ordinateur. En fait, il continuait à enregistrer et je trouve ça vraiment super beau. On parlait de transformation. Là, on est en plein dedans, quoi. C'est vital, en fait. Mais c'est le fil rouge. Ouais. C'est ça. La petite ligne de vie. On a un emblème dans ce podcast qui est donc le pansement que vous voyez sur le logo. Et la question qu'on aime poser à nos invités à la fin de ce podcast, c'est « Et vous, quel est votre pansement au quotidien ? Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui vous soigne ?» Ça peut être n'importe quoi, un mantra, un plat, que sais-je. Un animal. Alors, en ce qui me concerne, je crois que je suis quelqu'un de la transmission. Et donc, quand, par exemple, nous avons eu l'agrément du ministère de l'Éducation nationale pour aller intervenir dans les établissements d'enseignement, pour moi, c'était un grand bonheur. Parce qu'on allait toucher une population plus difficile d'accès par d'autres moyens. Quand on me dit que telle entreprise souhaite qu'on ait un stand à la sortie de la cafétéria pour expliquer ce qu'on fait, ce qu'on dit et informer le personnel, c'est un grand bonheur. Quand vous me dites de venir et de vous raconter plein de choses, c'est un grand bonheur. Et quand de temps en temps j'ai la plume qui me chatouille et que j'écris des choses, c'est un grand bonheur. Et quand j'ai un éditeur qui me dit « je vais publier », là c'est le Graal. C'est l'apothéose. Voilà. Et tout ça, c'est des petits pansements au quotidien. C'est juste, j'ai réussi à sensibiliser au moins une personne sur un sujet qui concerne toute l'humanité, qui est un garant de l'humanité de chacun. Et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Merci, ouais. Alex. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Non, mais je crois que ce qui me fait profondément du bien, c'est de découvrir des gens comme ma voisine. Non, je trouve que ça fait profondément du bien, en fait. Je trouve ça profondément rassurant Voilà, c'est peut-être mon moment où je me sens vraiment bombardé. Je pense que je digère mal l'actualité. Je me sens vraiment bombardé. Et en fait, c'est des petites choses qui me rassurent en me disant OK, on est là, on est ensemble. Voilà, et ça... Je trouve que ça n'a pas de prix. Ouais, et je trouve ça beau. La greffe, en fait, c'est toi qui le disais, Thérèse, c'est une vraie métaphore de la vie, en fait. Et je trouve qu'à travers ce geste, on peut aussi soigner toute une société, en fait. Donc, c'est important, en fait, tous ces questionnements-là et tout ce que vous nous avez raconté, en fait.
on dépend les uns les unes des autres. Du coup, faut pas l'oublier. Ouais. Surtout pas. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Et on se retrouve au prochain épisode. Salut. Cet épisode a été enregistré dans les locaux du média Mademoiselle. Nous tenions à remercier toute l'équipe et tout particulièrement Inès Pollon et Delphine Baudouin. Un grand merci à nos partenaires, le CNM, l'ADAMI, Audience et la Mission Handicap et Tsugi Radio. Notre podcast n'existerait pas sans celles et ceux qui ont participé activement à sa création. Au montage, Baptiste Roger et au mixage, Adam Carpels. À l'identité graphique, Zoé Renard. À la gestion des partenariats, Héloïse Gauthier. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des cœurs, des pouces partout et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.